François Jérôme, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on s'y attend un peu, hein. Comme début, c'est assez classique, mais enfin voilà, il fallait bien commencer quelque part. Hein. Je vous interviewe aujourd'hui parce que vous êtes quelqu'un que le public ne connaît pas forcément de nom, mais on vous a déjà entendu à de multiples reprises à la télévision, parce que vous avez, comme tant d'autres, pas mal de voix dans votre manche. Alors, histoire de contextualiser un peu les choses pour la poignée d'énergumènes qui finiraient par nous écouter, est-ce que vous pourriez nous citer quelques œuvres où le public vous aura croisé sans nécessairement le savoir? Alors, des œuvres certaines, des chefs-d'œuvre magnifiques. Alors, j'ai été une des voix des Guignols du début à nos jours. J'ai été une des voix de Groland. J'ai été la voix de l'émission culturelle de TF1 qui s'appelait Vidéo Gag. Ah mon Dieu. Oui. Oui. J'ai fait des voix pour des séries animées, des choses plutôt rigolotes. J'ai fait des voix avec Chabat, avec des gens comme ça. J'ai fait des voix de longs métrages d'animation. J'ai beaucoup travaillé pour la pub, et j'ai tourné dans des films. Voilà. Voilà, donc effectivement, tout le monde est tombé au moins une fois, ne fût-ce que par accident, certains plus que par accident sur Vidéogag. Donc, oui, on vous leur grand-mère. Leur grand-mère, le samedi, le dimanche après-midi, elle dit si, je veux regarder ça, c'est Poirant. Alors, voilà. Et quand je dis par accident, ça tombe bien pour Vidéogag, justement. Oui. Donc voilà, j'en apprends de belles. J'en apprends de belles. Vous faisiez j'avais pas tout dit. Vous faisiez les doublages de ces malheureux qui se cassaient la figure en ski. Voilà, et je faisais ça avec des gens de talent, et je faisais ça avec une camarade de Pierre Desproges. Pierre Desproges. Qui s'appelle Elisabeth Grandjean et qui est très drôle. Et oui, c'était une copine de Desproges qui écrivait avec lui, qui jouait avec lui et qui faisait les voix de Vidéogag avec moi. Donc on se marrait beaucoup parce que de temps en temps on improvisait quand il y avait un sous-texte possible, on se lâchait. Ça faisait rire tout le monde et après ils nous disaient ben oui mais on est sur TF1 alors on ne passera pas. Et on disait ouais c'est dommage mais c'est comme ça. Oh, ben voilà. L'important c'est d'y prendre plaisir. Hein, puis il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, même quand j'ai rencontré Maria Laborie il y a quelques jours, elle m'expliquait qu'elle s'est retrouvée à interpréter une bourgeoise dans un épisode des Vacances de l'amour. Les Vacances de l'amour, oui. Sur TF1. Absolument. Ah oui, à ce propos Alban, oui. Mon camarade Jean-François Deveau, chez qui j'étais il y a 2 jours. Ah, c'est vrai? Oui. Il est parti là, il est sur son île d'Oléron, oui. Mais c'était une des grosses voix de la télé, lui. Tout à fait. J'en parlais aussi avec Marie, qui me disait qu'il avait à l'époque une villa superbe, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, il a la moitié d'un immeuble 1930 sur le parc Montsouris. Sinon, ça va. Oui, exact, oui. Ben oui, Jean-François Deveau, effectivement, qui est un grand mystère parce que ça fait des années qu'il est tranquillement sur son île et qu'il y est bien en paix. Oui, absolument. Donc voilà, mais nous, on est content de savoir que tout va bien. On est content de savoir que tout va bien chez lui. Ça permettra de rassurer nos lecteurs, nos auditeurs, voilà. Nos auditeurs. Donc Jean-François Deveau, mais justement, ça nous permet de reboucler sur la raison qui m'a poussé à vous interviewer. C'est parce que vous avez incarné pendant 2 saisons de Téléchat, les saisons numéro 2 et 3, le personnage de Grégoire de la Tour d'Ivoire, dit GTI, hein, pour ceux qui l'apprécient, oui. TGV pour ceux qui l'apprécient moins, comme absolument, comme Duralo, triste grand vide, hein. Oui, absolument. Et qui était, en fin de compte, on peut le dire, l'antagoniste de ces 2 dernières saisons. Alors, absolument. Je me suis rendu compte que autant il existait un certain nombre d'interviews concernant la série, j'en ai jamais entendu une seule de vous. J'ai jamais entendu un mot de vous ou lu un mot de vous à ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que je suis simplement le premier à vous le demander? Ou est-ce qu'il y a un mystère? Alban, vous n'êtes pas le premier, mais tous ceux qui me l'ont demandé ont eu de très gros problèmes. Non, en fait, il n'y a pas de mystère du tout. Je pense que GTI, c'est pas un personnage
qui fait rêver les gens. C'est pas un personnage sympa. C'est en fait de mémoire quand TF1 a été revendu aux Français, qu'ils l'avaient déjà payé puisque c'était un truc public. Oui. La chaîne TF1, elle avait été montée avec des deniers publics. Et quand le président Chirac a vendu ça à son camarade Bouygues parce qu'il avait besoin d'une télé, et que Bouygues a dit ben moi je vais en payer que la moitié, je ferai payer l'autre moitié aux Français, c'était le début de ce qu'on voit maintenant. Et ça avait fait réagir Roland et Henri. Et je pense que l'histoire de GTI, qui arrive là pistonné par son tonton qui est haut placé dans les sphères financières, c'était un petit peu ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que l'argent et toute sa représentation arrivent, et d'un seul coup, les goinfres incultes se retrouvent en première ligne et font leur cuisine dans leur coin. C'était un peu l'histoire de TF1 en fait, l'irruption de GTI dans Téléchat. D'ailleurs, Jean-François Deveau, là, quand je l'ai vu il y a 2 jours, me dit ouais, dis donc, ma poule en plus, toi qui es arrivé, et puis nous, on n'avait plus rien à foutre, tu nous as piqué le boulot. C'était vraiment ça. GTI arrivait et du haut de son incompétence majeure, régnait. Oui, mais d'ailleurs, je vais rappeler, justement, pour ceux qui n'auraient pas de très bons souvenirs de cette 2e et 3e saison, parce que j'ai constaté que quand les gens se souviennent de Téléchat, étrangement, ils se souviennent surtout de la première, que effectivement GTI était, il y a cette introduction magnifique qui est faite du personnage par Lola, où elle dit « Vous êtes le neveu du grand patron des produits nuls, le cousin du propriétaire des studios, votre présence ici n'est donc due qu'à votre seul talent. » Absolument, absolument. Et le fils du magnat de l'électricité, j'ai failli l'oublier. Oui. Donc, voilà. Il a beaucoup de qualités, ce garçon. Il a beaucoup de qualités, voilà. Bon, il a grandi dans les clapiers du château, n'est-ce pas? On ne sait pas quel château, ça reste un mystère, mais voilà. On imagine bien qu'il n'a pas dû... un des châteaux. Un des châteaux, qui n'a pas dû beaucoup lutter. Alors, on sait plutôt bien comment Jean-François Deveau, justement, et Maria Laborie, que nous avons mentionné, ont remporté les rôles de Grouchat et Lola. Bon, dans le cas du premier, c'est parce que le producteur de la série, Eric Van der Run, l'avait entendu à la radio sur l'autoroute. Parce que je précise pour nos auditeurs que Jean-François Deveau faisait énormément de publicité, énormément de voix publicitaires. Maria Laborie, par contre, a été sélectionnée parmi de nombreuses candidates. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais si mes souvenirs sont bons, ils ont dû en voir 300. Vous, par contre, comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous êtes monté dans le train de Téléchat, ou plutôt l'hélico, puisque dans la saison 2, c'était l'hélicoptère? Saison 2, c'était l'hélico, oui. Là. Je pense, de mémoire, je suis pas bien sûr, en fait. C'est un peu un mystère. Il y a beaucoup de mystères autour de ce GT. Je pense que Eric Van der Run m'a fait venir pour faire des gluons. Et donc, j'ai fait pas mal de gluons chez lui. Oui. J'ai fait pas mal de gluons chez lui. Oui. Et puis, quand GTI est arrivé, je pense que Roland et lui m'ont dit qu'est-ce que tu ferais toi là-dessus, et j'ai cherché ils m'ont expliqué qui était le personnage, un être inconsistant qui se la pétait, donc j'avais trouvé quelque chose, et ils m'ont dit oui c'est bien. Donc, voilà. Vous aviez déjà un pied dans Téléchat avant même que GTI. Oui, avant que GTI arrive, absolument. Donc ça veut dire que vous avez déjà interprété quelques gluons dès la première saison? Voilà, parce que ils avaient besoin de gens qui changent leur voix. Exact. Donc il y avait Roland Dumas qui était formidable, qui faisait du Rallo, Brosse Dure, tout ça. Et bon, fallait. Je me souviens de gluons intéressants. C'était toujours amusant. Il y avait un gluon c'était un corps de chasse, un gluon de la machine à calculer. Il y avait un gluon du fil à couper le beurre qui était une espèce de génie. Mais bon, ça c'était... Déjà à l'époque de GTI. Justement, d'ailleurs, c'est une scène entre le gluon du fil à couper le beurre et GTI. Absolument. Voilà, finalement, c'est un dialogue où vous vous répondez. Voilà, moi je suis comme ça. Si on me demande de le faire, je le fais. C'est très... Oui, donc voilà, vous étiez là en réalité dès la première saison, mais... Voilà. Discrètement. Discrètement, je faisais des petits rôles, et puis quand GTI est arrivé, j'ai viré mes copains, puisque je suis le neveu de... non, faut pas que je le dise. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
D'accord. Mais justement, quand j'ai rencontré Maria Labori, elle m'a expliqué que les dialogues de la série étaient enregistrés au studio Auditel à Paris. Absolument. Et que vous, donc tous les comédiens, vous aviez la chance, je dis bien la chance parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, d'enregistrer les dialogues ensemble. C'est le cas. Absolument, c'est rare. Oui, ben oui, quelque part, je dis c'est vraiment une chance parce que ça permet d'avoir des interactions qui sont tout à fait différentes de ce qu'on peut imaginer quand le partenaire est imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, dans quelles conditions? Ah oui, volontiers, parce que c'était particulier, ça ressemblait pas du tout à un enregistrement normal. On enregistrait dans un très grand Audi. L'Audi, il faisait, je sais pas, 20 mètres sur 10, quoi. C'était vraiment, on aurait pu mettre un orchestre symphonique. Et on était alignés face à une vitre qui était au-dessus de nous. Et derrière la vitre, il y avait Henri et Roland qui s'arrondissaient avec des boissons d'hommes et qui nous conseillaient au mieux. Et il y avait une espèce de ferveur. C'était très, très agréable. Les souvenirs que j'en ai, c'est comme dans les souvenirs d'enfance, quoi. Il faisait toujours beau. C'est toujours, on était bien là. Et c'était vraiment par les gens avec lesquels on était, et par le lieu, et par cette espèce de magie de cette espèce d'église. Un jour, on avait 2 ou 3 classes qui étaient venues et qui étaient collées à la vitre. C'est vous dire la taille de l'endroit où on était. Et voilà. Et en plus, ça démarrait. On arrivait, Roland et Henri avaient déjà un peu dégringolé le bar quand on arrivait à 10h. Et on trinquait avec eux. Après, il y avait un petit temps où on s'installait, et puis à un moment, hop, on s'y mettait, et ça coulait comme de l'eau de source. C'était très agréable. Je ne veux pas dire par là qu'on était tous à 7 grammes bleu. Hein. Non, de toute façon, c'était une autre époque de toute manière. Oui, tout à fait. C'était une autre époque. Mais je crois savoir, sauf erreur de ma part, que vous aviez quand même une certaine latitude par rapport au texte qui vous était donné. Est-ce que vous diriez que vous aviez une interprétation très stricte de votre texte, ou au contraire vous aviez champ libre pour improviser? Non, je crois, c'est un petit peu ce qu'on faisait au Guignol, c'est-à-dire que les textes étaient très bien écrits. Donc, quand c'est très bien écrit, on n'a pas beaucoup d'efforts pour les interpréter, et on n'a surtout pas l'effort de se dire, comme ça peut arriver dans d'autres aventures, oh là là, c'est nul, qu'est-ce que je pourrais dire de mieux. Donc, on est branché que sur l'interprétation, et c'est ça qui est très confortable et très agréable en même temps. Je ne pense pas, de mémoire, qu'on ait beaucoup touché au texte. Je pense pas. On n'avait pas envie de le faire parce que les textes étaient quand même de haute volée. Et en plus, on pouvait rentrer dans le monde de Groucha et de Lola, mais il le faisait tellement bien que ça ne venait pas à l'esprit. Je pense pas qu'on ait tapé dans les textes comme ça peut arriver ailleurs. J'ai pas de souvenir de ça, moi, en tout cas. Et justement, quand on travaille comme ça, dans une telle ambiance, est-ce que c'est possible de toujours garder son sérieux? Je suppose qu'il y a dû avoir des moments où c'était difficile de contenir le fou rire, de contenir la bonne humeur. Je ne sais pas. Je dirais que c'est vrai que la bonne humeur était constante. Oui. L'envie d'être là, le plaisir d'être là. C'est pas Téléchat, on s'esclave pas de rire. Il y a des choses sur lesquelles j'ai. Oui, j'ai travaillé sur des trucs où c'était difficile de pas rire, et donc faut faire avec. Mais c'était très gratifiant pour nous de bosser là-dedans parce qu'il y avait une tenue, on souriait en le faisant, quoi. Il n'y avait pas de choses très 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 drôles. C'était pas du tout l'option. De toute façon, Roland, c'était pas un type qui aimait les blagues à 2 balles. Donc c'était très agréable, mais oui, il y avait une bonne humeur permanente, un goût d'être ensemble, un goût de partager ça, et c'était bien agréable. Non, il n'aimait pas les blagues à 2 balles, mais il riait tout de même beaucoup. Hein. Il avait il avait un rire, dont je me souviens d'ailleurs. Si caractéristique, un peu carnassier comme ça, quelque part.
D'ailleurs, pour l'anecdote, moi-même, quand je me suis intéressé à Téléchat et qu'après j'ai voulu m'intéresser à Roland Topor, plus en général, quand j'étais un peu jeune, au début, s'intéresser à Roland Topor quand on est pré-ado, ça a un côté un peu effrayant au début. Il faut bien le dire. Hein. Il y avait cette noirceur qui est difficile à comprendre quand on n'a pas l'opportunité de se pencher sur sa vie. Et finalement, il m'a fallu des années pour comprendre que la noirceur chez Topor, c'est un peu une façon de prendre le contrôle sur ses peurs, quoi, de prendre le contrôle sur ses propres. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Il était, j'avais toujours l'impression que c'était du rad ce qu'il faisait dans sa vie, parce que il y avait des trucs où il y avait des excès. Et je me disais tiens, oui, cette fameuse expression tout à fait bateau qui dit que l'humour est la politesse du désespoir. C'est pas mal trouvé en fait souvent. Et en ce qui concerne Topor, je trouve que ça lui colle assez bien au basque. Mais ils étaient pas faciles à joindre pendant qu'on travaillait, parce que ils travaillaient, c'était deux potes qui se connaissaient très bien, donc il y avait pas besoin de mots pour exprimer de choses entre eux. Donc on était vraiment à l'écoute de ce qui se passait entre eux, parce qu'ils n'étaient pas très divers sur la direction d'acteurs, des choses comme ça. On était très à l'écoute, et donc c'était agréable. Mais donc pas très facile d'entrer en rapport avec eux. Par contre, il m'est arrivé de partir en bombe avec Topor en bonne compagnie, enfin je veux dire avec des gens intéressants, et de refaire le monde jusqu'au petit matin. Et là, c'était quelque chose. Mais il y avait toujours effectivement son côté slave, noir charbon, terrible. Tragique. Et son rire de sac de noix qui dévale l'escalier, c'était des bons moments. Voilà, on a souvent fait la plaisanterie, mais voilà, on rappelle que Topor veut dire hache. Donc c'est quand même un nom qui tranche, si je puis dire. Voilà. Donc. Oui, il tranche, c'est sûr. Vous avez vu sa tombe? Non, je n'ai pas eu l'opportunité. Non. Quand vous venez à Paris, il faut aller voir la tombe de Topor. Elle est magnifique. Je n'ai pas eu l'opportunité. J'ai eu le plaisir d'être invité aux commémorations des 20 ans de sa mort l'année passée, ce qui m'a permis justement de voir un tas de choses intéressantes. Oui, mais la tombe, je ne l'ai pas vue, non. Ah, c'est très intéressant. C'est un bronze. Et c'est à plat, je ne sais pas comment on appelle ça, un bas-relief, sûrement. Et il y a un type qui part dans le haut de la tombe, c'est un bronze, une tombe en bronze. Il part, il est en haut à gauche et il tire une énorme valise. Oui. Et voilà, il s'en va. C'est le voyageur, celui qui a traversé le temps, le lieu, et il est arrivé et il repart. Et c'était très impressionnant. Quand ils ont découvert la tombe, on a fait ça. Et je pense de mémoire qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Donc voilà, il était de passage finalement. C'est pour ça que c'est très approprié que, quitte à inaugurer un lieu au nom de Topor à Paris, ils ont bien fait de choisir un passage parce que ça correspond bien au personnage. Ah oui, c'est lui. Oui. Estimé qu'il était de passage, voilà, plutôt qu'une rue ou un square. Et bon. Enfin, donc voilà, quelque part vous avez déjà un peu touché à cette question, mais finalement les trois papas de Téléchat, vous avez surtout fréquenté Roland Topor et Henri Onneux. Vous avez déjà dit. Non, mais vous avez été. Eric aussi. Mais vous avez fréquenté. Eric. Parlez-nous un peu. Mais il était très sympa. J'ai vraiment un bon souvenir de lui. Et en plus, il faisait un trio curieux. Les deux autres qui étaient dans les hautes sphères, qu'on pourrait qualifier de diverses manières, et lui qui était les deux pieds sur terre, Eric, et qui faisait régner l'ordre et l'intendance suivait grâce à lui. Sinon, si on avait laissé les deux autres aux manettes, je ne sais pas ce que ça serait devenu. Oui, effectivement, Eric Van Geren m'en a parlé. Il m'a dit que le contraste était parfois très amusant parce que lui, ancien athlète olympique,
Hein. Donc, Roland Topor, à qui il ne fallait jamais rendre visite avant 14 heures et jamais sans bouteille de vin. Ben oui. Donc, une petite bouteille de blanc, un petit blanc un petit condrieux, par exemple, un bon condrieux un peu frais, ça allait tout seul. Donc il était un peu le champion olympique, Topor, mais pas de la même chose. C'était un trio très curieux. Enfin, bon, mais voilà. Un bel attelage, les trois. Une belle troïka. Oui. Alors, évidemment, pour en revenir à GTI, donc un personnage, il est créé d'abord et avant tout par celui qui le conçoit, par celui qui l'écrit, mais pas que. Parce qu'en tant que comédien, vous avez, même sans toucher véritablement au texte, participé à l'élaboration de GTI. Est-ce qu'il y a des éléments du personnage qui sont venus spécifiquement de vous, que vous avez suggéré, que vous avez amené sur le plateau? Oui, parce que on en a parlé avant, on a fait 2-3 essais, puis à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, ah bah tiens, celui-là, il était intéressant. Alors il fallait, c'est un crétin prétentieux qui a oublié d'aller à l'école, et qui aimerait se donner des airs un peu doctes, parce que, comme font souvent ces gens-là, donc je lui avais mis un petit côté pied plu pour lui donner une préciosité. Et puis, il était épouvantablement prétentieux, donc il ne pensait jamais à ce qu'il disait. Voilà, on avait bricolé un petit coup de tournevis là, un petit coup de tournevis là, et puis on a fait 2-3 essais, et puis à un moment, boum. Mais j'aurais pu le faire avec la voix de PPDA, mais PPDA, il a le mérite d'être arrivé là parce qu'il était PPDA. Mais c'était le journaliste de la chaîne. Aujourd'hui, il serait chez BFM ou il serait dans un truc comme ça, oui. GTI. Oui. Ben oui, alors c'est marrant parce que la boucle, tout. Le monde est petit, vous me citez pied plu, alors je pense automatiquement pied plu, je pense tout de suite à l'homme aux clés d'or dans Palace. Bien sûr. Et Palace, on retombe de nouveau sur Topor, et voilà. Donc la boucle est bouclée en permanence. Ah oui, ils nous ont bien, on les a bien aimés, ils nous ont bien fait rêver. Oui, ça a été une période. C'est une période qui ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. C'est pas du gâtisme de dire ça. C'est que il y aurait pas une chaîne qui prendrait le risque de faire Palace aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Ils disent tous vous aussi, attendez, mais c'est génial. Un jour, j'avais eu cette discussion-là avec des gens de TF1. Je leur dis attendez, on vous amène les Simpsons sur TF1. Vous dites mais quelle horreur. Et 20 ans après, alors que la balayette de l'histoire est passée, enfin la moulinette plutôt de l'histoire est passée là-dessus et que tout le monde dit ah c'est génial, là vous en voudriez bien, mais sinon ils n'auraient jamais voulu ça. Et si que les Guignols s'arrêtent aussi, c'est un signe. Bon, c'est oui. 30 ans. C'est une émission qui a 30 ans, et puis c'est une émission aussi qui est dans une chaîne qui est gérée par des goinfres qui pensent qu'au pognon et qui n'ont pas lu grand chose et qui sont sûrs d'avoir raison sur tout. Donc ça n'a pas d'avenir. Après, il est certain que Canal+ a beaucoup perdu de ce qui faisait tout son intérêt à l'origine. Ah ben bien évidemment. Mais ils ont serré les boulons pour des histoires de fric, alors que quand c'était la grande époque, on faisait beaucoup de choses d'une grande liberté. Et il y avait un pognon fou. Canal+ était une lessiveuse à pognon, c'était incroyable. Et à chaque fois que la droite est revenue aux manettes, en voulant resserrer les boulons, ils ont perdu des spectateurs, ils ont perdu des annonceurs, ils ont perdu parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais ça, c'est bien en même temps. Mais c'est vrai que c'est Palace, ce téléchat, c'est comme la minute de Monsieur Cyclopède. J'ai eu la chance de rencontrer des proches, et moi j'adorais des proches, je trouvais. Mais qu'une chaîne passe la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, aujourd'hui, je ne sais pas trop si ça marcherait. Pour l'anecdote, du temps de la grande époque de Canal+, moi j'étais encore petit, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose de très attirant dans l'offre, même jeunesse, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps quelques vieux épisodes de sa cartoon. Alors, les segments qui étaient redoublés en France pour mettre ensemble dans un packaging nouveau les dessins animés qui passaient,
c'est tout simplement hilarant. Alors, il y a un tas de blagues qui me passaient complètement au-dessus de la tête aujourd'hui, et à l'époque, et quand je les entends aujourd'hui, je me dis, mais ils n'ont pas osé faire ce jeu de mots-là, ils n'ont pas osé faire cette insinuation-là, et le fait est que si. Et c'est assez formidable. Oui. Mais il n'y avait pas de limite. Je me souviens, Canal, après le quart d'heure nostalgie sera passé, mais je me souviens par exemple, j'étais copain avec la secrétaire d'Alain de Grèce, et de temps en temps, quand j'enregistrais en bas, elle lui faire un petit coucou. Je me souviens que la porte du bureau d'Alain de Grèce était ouverte. Oui. Matériellement, elle était toute la journée. C'était le directeur des programmes. Oui, et quand je passais, de temps en temps, je lui faisais coucou, puis de temps en temps, il me faisait signe de rentrer, il me demandait un truc, ou je lui disais un truc. Et c'était un autre temps quand même, autre temps, autre mœurs, parce qu'aujourd'hui, la porte du directeur des programmes, il y a 2 lascars devant, musclés, et on n'en peut plus. Ben oui. Enfin oui, effectivement, c'était une autre époque, ça le confirme très bien. Alors, par contre, donc, le quart d'heure nostalgie, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Hein, voilà, il est fait, donc c'est plus à faire. En même temps, toute cette interview se fonde essentiellement sur la nostalgie. Mon projet se fonde sur la nostalgie. On est en plein dans aux 80. Mais la réalité, je me suis fait la réflexion, dépasse souvent la fiction, mais parfois elle l'inspire. Est-ce que vous diriez que vous avez connu quelqu'un comme GTI personnellement, ou peut-être pire encore, et là je vous demande d'avance de me pardonner, est-ce que vous seriez prêt à admettre qu'il y a quand même quelque chose en vous de GTI, parce que peut-être que malgré nous, malgré tous nos efforts, on a tous quelque chose en nous de GTI. Je crois pas. Non, c'est un personnage qui est très, très, très éloigné de moi. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce métier-là. Oui. Parce que je fais des personnages qui sont très loin de moi. Donc, et lui, GTI, j'ai beau chercher quelque chose qui pourrait lui ressembler, si ouvrir sa gueule un peu, ouais, peut-être. Mais je me suis calmé. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'aimais bien ouvrir ma gueule et penser que j'avais raison. Voilà, mais comme ça m'est un petit peu passé, je dirais que oui, à l'âge qu'avait GTI, j'étais un peu comme lui. Et vous en avez vous en avez connu des comme lui dans votre vie? Mais il y en a des GTI, il y en a partout. Hein. Dès qu'on rentre dans les sphères où les gens jouent un rôle qui n'est pas eux, ont un pouvoir exorbitant par rapport à leur capacité et se la pète. Donc la pub, les médias, les journalistes, il y en a plein, hein, des GTI. Le crétin là qui est sur C8 là, Hanouna, c'est un GTI. Enfin, il y en a plein les mecs qui sont chez, comment s'appelle-t-il, Yann Moix, malgré sa culture, c'est un GTI, c'est-à-dire dur aux humbles, humble aux durs, l'ouvrant sans réfléchir à ce que les gens vont ressentir. Quand GTI balance Micmac, qui est si mignon, ce petit Micmac avec son oreille, il le balance parce que c'est un objet qui veut, allez hop, virez-moi ça. Et il y a la révolution, parce que Micmac c'est un pote, c'est pas un truc qui est vieux. Ouais. Et je pense que des GTI qui sont comme ce GTI là qui balance Micmac, il y en a plein. Il y a des gens qui se font virer de ci, de là, par là. On apprend, mais pourquoi ils l'ont viré lui? TF1 vire bien PPD à la demande du président de la République de l'époque, qui était bien content qu'il se fasse virer parce qu'il avait exagéré. Et voilà. Donc des GTI dans tout, pour moi, les milieux où on est dans l'apparence, oui, il y en a plein. Je vais pas donner de nom. Non, vous en avez déjà, vous en avez déjà donné. Un petit peu, faut amorcer un peu, sinon ça marche. Maintenant, là où ça devient difficile, c'est que, bon, là, on dit du mal. C'est facile de dire du mal, hein. Les études en sociologie prouvent même que dire du mal rapproche plus que de dire du bien. Mais on va quand même essayer de se faire un peu violence, parce que là, ça fait un moment qu'on casse du sucre sur le dos de notre lapin. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait essayer
d'en dire du bien 2 minutes. Est-ce que vous vous sentez capable de lui trouver quand même, malgré tout, 3 qualités? 3, oh là. Allez, 2. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il en a une. Ah, c'est déjà pas mal. Qui est sa qualité principale, mais c'est pas, ça vient pas de chez moi, hein, c'est Figaro qui le dit. Ah oui. Il s'est donné la peine de naître. J'adore cette expression. C'est Figaro qui le dit dans le mariage, en parlant du conte. Il s'est donné la peine de naître, GTI. Et après, ça a été tout seul. Non, j'ai pas des qualités. Tout le monde en a. Ouais, on va dire qu'il est, si on avait le temps d'être très gentil, on dirait qu'il est émouvant tellement il est crétin de temps en temps. Puis quand il est dépassé par les choses, il sait plus à quel sens jouer. On aurait peut-être un petit peu de compassion pour lui, mais ça vient pas de lui. C'est pas une qualité personnelle. C'est parce qu'il est largué, qu'on l'a mis dans une situation invraisemblable, gérer un journal, et qu'il a bien du mal à y arriver. Mais des qualités propres, oui, à part se donner la peine de naître, j'en vois pas trop, hélas. Hein. Tu ne m'en voudras pas, GTI. Mais non, pas du tout. Il est au courant. Hein, c'est déjà mieux que rien, parce que moi-même, j'ai essayé de faire l'exercice et franchement, je n'ai pas vu. On peut même pas parler du souci de bien faire, on peut même pas parler... Voilà. Oui. Même les sentiments qu'il peut avoir pour autrui sont profondément égoïstes, sont profondément égocentriques. Donc voilà, il arrive. Ah oui. Il a un moi-jeu de concours et sorti de là, à part son moi-jeu de concours, effectivement, il n'a pas beaucoup de. Il a son propre écosystème. Oui, absolument. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc vous avez fait beaucoup de voix de gluon. Moi, je me souviens particulièrement. Enfin. Je ne le savais pas jusqu'il y a quelques semaines. Hein. Je vous ai reconnu en écoutant vos démos. Je vous ai reconnu. Je me souviens entre autres que vous avez fait à un moment le gluon du sac poubelle. Le sac poubelle qui a craqué et qui a déversé son contenu sur la moquette du salon. Je m'en souviens très bien. Vous faisiez un accent suisse pour ce gluon d'ailleurs. Je m'en souviens très bien. Le gluon de la poubelle, il avait un accent suisse, c'est sûr ça. C'était pas le gluon du gruyère, plutôt? C'est possible aussi, mais d'ailleurs, je comprenais pas toujours très bien ce qui motivait les choix d'accent. Je vais revenir dans une petite minute. Alors, bien sûr, il y avait le gluon de la frite à la moutarde, qui évidemment parlait avec un accent belge, enfin, ce qu'on appelle en France un accent belge, pour être exact. Ah non. C'est-à-dire que, moi, on m'avait dit, c'était l'accent belge, ça, on le fait en France, hein. Oui, bien sûr. J'aurais bien aimé faire l'accent de Bruxelles parce que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant, mais comme on est dans la caricature, on est dans la caricature. Et l'accent, suisse, il est comme ça. Et l'accent, il est comme ça. Mais bon, la caricature, c'est la caricature. Oui. Le choix des gluons, alors, des fois, après, je me méfiais. C'est-à-dire que je faisais une voix Zarbi et il disait, ouais, c'est génial, c'est bien, on y va. Attendez, on peut peut-être... Non, c'est bon. Donc après, je ne lançais pas trop de trucs à la mer. J'y allais doucement. J'ai dit oui, mais alors il est quoi? Il fait quoi? Comment il pourrait parler? Il fait quoi dans la vie, ce gluon-là? Et puis après, on a affiné. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choix un petit peu qui laissent perplexe aujourd'hui. Non, parce qu'il faut bien varier. Hein. Oui, bien sûr. En vérité, c'est pas très important, mais il m'arrive de me poser la question, tiens, pourquoi un accent suisse ici? Et de façon plus importante, parce que au fond, vous n'avez pas fait non plus que GTI et des gluons, vous avez quand même eu un autre rôle d'une assez grosse importance dans la 3e saison, puisque vous étiez la voix de Pub quand il s'est mis à parler. Quand il est devenu le professeur Pub, qu'il est revenu diplômé de l'université de Melbourne. Je me souviens, oui. Et avec un accent du sud de la France. Alors, pourquoi est-ce que Pub, un singe éduqué en Australie, a un accent du sud de la France? Ça, il faut demander à Roland. Mais ça va être difficile. Évidemment. Je ne sais pas. On a dû essayer un Australien, on a dû essayer un singe, on a dû essayer... Je me souviens plus s'il était sud-ouest ou sud, carrément Marseille. Il était peut-être sud-ouest, je ne me souviens plus d'où il était, Pub.
Les nouvelles fraîches du docteur Pub, scientifiquement parlant, vous aviez à peu près ce genre de... Scientifiquement parlant, oui, mais ça devait être un peu sud-ouest alors. Vous faisiez un peu sud-ouest, oui. Ouais. Ben, pourquoi pas, Je hein. sais pas. Je veux dire, c'était... Oui. Tout ce qui fait effectivement réagir comme vous avez réagi en l'entendant, mais pourquoi il parle comme ça, c'était bien. On se pose des questions, on se dit, bah tiens, c'est curieux quand même. Et encore une fois, oui, je n'ai compris que c'était vous qui, il y a 2 semaines, en écoutant vos démos, parce que justement, vous aviez une imitation d'accent du Sud dans vos démos, et j'ai dit, mais c'est la voix du... Ne serait-ce pas un pub qui fait de la pub? C'est le pub qui fait de la pub. Mais oui, c'est lui. Après s'être mis à la science, c'est bien dommage de retrouver dans la publicité, mais enfin, bon, voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà, des fois, finalement, vous en avez fait sur les 3 saisons. Voilà, j'en apprends. Je ne savais pas que vous en aviez sur la première, mais quelque part c'est logique, puisqu'il y a des voix là-dedans qui ne sont pas... il y a des voix secondaires qui ne sont pas Philippe Dumas, donc ça devait bien être quelqu'un d'autre. Parce que vous n'étiez pas au générique dans la première saison. Pas partout. Enfin, en tout cas, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Moi, je ne sais pas comment ça se faisait. Peut-être que j'étais comme au Guignol. Nous, au Guignol, on avait un truc quand on y était. Quand on y passait, on était au générique. Quand on n'y passait pas, on n'y était pas. Ah oui. Mais je sais pas comment ça se faisait chez TD. Ah, il faudra que je vérifie. Ou peut-être, connaissant les animaux, il n'y a jamais eu de problème de quoi que ce soit, comme ça. Non. Mais connaissant les animaux, ils se sont dit, oh là là, on va pas refaire un générique. Oh là là, non, alors. C'est possible. Et puis, voilà. C'est possible. Oui, je crois que chaque saison a un générique unique. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, vous n'apparaissez jamais. Mais effectivement, je m'étais longtemps demandé qui faisait toutes ces voix de gluon. Mais d'ailleurs, c'était déjà vous. Le gluon du trou, c'était déjà vous? Ah non, c'est pas moi le gluon du trou. Vous savez qui c'était? C'est Valérie, je crois. Valérie Kling. Ah, c'était Valérie Kling. Je crois. Je suis pas sûr. Mais avec Valérie, on a fait des choses. On a fait un truc. Je travaillais sur France Inter avec Daniel Mermet dans une émission qui s'appelait Bienvenue à bord du Titanic. Oui. Déjà, le titre aurait bien plu à Roland. Et le soir de Noël, j'ai écrit la lettre du petit Grégory au Père Noël et Valérie l'a lu. Oui. Dans l'émission. Et ça a été un scandale international. Oui, ça. Et donc on était assez contents. Pauvre petit Grégory, il n'avait pourtant rien fait de mal. Mais c'était le mauvais esprit de Topor qui devait rejaillir sur nous. Ça nous allait bien, ça, de faire des exactions de ce genre-là. Qui sont beaucoup moins importantes que celles que commettent nos camarades de Goldman Sachs ou de Monsanto. On est d'accord. Faut remettre les choses dans l'ordre. On est d'accord. Donc voilà. Eh bien, mais justement, vous disiez que des GTI, il y en a partout. Alors, la question qui se pose, c'est que GTI, on l'a vu s'essayer à la télévision. On l'a vu s'essayer à la politique. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'était reconverti dans les sectes. Puisque la dernière fois qu'on l'a vu, il était le grand maître de la secte des adorateurs d'Olga la poubelle. C'est vrai. Quelque part, on pourrait penser qu'il a fait le tour des moyens d'embobiner son monde, mais le connaissant, ça m'étonnerait. Alors, d'après vous, en 2018, enfin, d'après vous ou pas, puisque vous me dites que vous le voyez encore, donc, d'après vous, où se trouve GTI aujourd'hui, en 2018, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui reste après la presse, la politique et la religion? Qu'est-ce qui reste? Alors la politique, on peut toujours y revenir, même quand on a eu une petite éclipse, ça s'est vu. Il n'a pas essayé l'immobilier. Il n'a pas essayé l'immobilier. Oui, je pense que dans l'immobilier, ça serait pas mal. Je le verrais bien là, avoir une agence ou même des agences et embobiner son monde. Avec sa carte de visite où il explique tout ce qu'il a fait dans la vie, les gens seraient impressionnés. Parce qu'il y a des gens pour qui faire beaucoup de choses, c'est un plus, mais c'est formidable. Puis il y en a pour qui, comme dans la vie normale, on dit mais pourquoi il a fait tant de trucs, il n'arrive pas à s'abattre une besogne et à s'y tenir, c'est quoi cette histoire? Mais je pense que des gens comme GTI, quand ils étalent leur CV, ils disent voilà, j'ai fait ça, c'est formidable. Et on dit ah oui, effectivement, c'est impressionnant. L'immobilier, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Oui, enfin, un truc où les apparences sont trompeuses, quoi.
ou vendre aller au salon du Bourget, bien habillé, et vendre des armes à des gens qui ont les moyens de l'acheter. Ah oui, mais bon. Des acheter. Rassurez-vous, heureusement, c'est bien connu, on ne vend des armes qu'aux gentils et aux gens respectables. Bien sûr. C'est bien connu. C'est bien connu. Il y a des listes de gens fréquentables et de gens non fréquentables, comme ça, on sait à qui on peut vendre et à qui on ne peut pas vendre. On les connaît. On est français. Alors, on les connaît. Comme on est français, on les connaît, puisque c'est nos clients et ils sont tous présents. Oui, non, mais c'est pareil. En Belgique, il y a la Fabrique nationale d'armes. Ah oui, c'est bien pareil partout. Hein. Donc, oui. c'est bien pareil partout chez nous. L'immobilier, écoutez, je ferai gaffe, si jamais je cherche à acheter ou louer quelque chose, de vérifier que le patron n'est pas un lapin. Eh bien voilà, je vous remercie pour le c'est moi, donc je vous remercie de vous intéresser à ces petites bestioles qui nous ont touchés gravement au cœur à cette époque-là, et pendant longtemps. C'est un plaisir, puisque j'ai décidé de consacrer de l'énergie à y rendre hommage. Ouais, mais j'attends avec impatience de voir le produit fini, comme dirait GTI. Eh bien, on y travaille. On y travaille durement, et il y a quelques difficultés qui se posent, mais on finira bien par. J'imagine bien. On finira bien par s'en sortir. C'est pas toujours évident de contourner les problèmes, mais j'ai décidé de reprendre à mon compte une formule qu'Eric Van Buren m'a apprise, c'est-à-dire que si j'ai pas le droit, je prends le gauche, et voilà. Oui. On va s'en sortir comme ça. Très bien. Bon, super. Content de vous avoir entendu. Mais et aussi des nouvelles quand il y en a. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Et au plaisir. Au revoir. Au plaisir.